intitulé donc Intelligence artificielle, état des lieux, applications et perspectives. Donc, nous allons commencer donc notre discussion dans ce cadre. Donc, l'intelligence artificielle, elle est connue comme étant un processus d'imitation de l'intelligence humaine sur la base d'algorithmes, sur la base de la conception et de la réalisation d'algorithmes qui s'exécutent dans un environnement informatique dynamique. Donc le but est de permettre à des machines de réfléchir et d'agir comme des êtres humains. Évidemment, l'intelligence artificielle est constamment présente dans notre vie quotidienne. Elle est donc à travers de simples gestes et actions, par exemple en utilisant notre smartphone, en utilisant notre ordinateur, on fait appel ou on sollicite l'intelligence artificielle. Par exemple, en utilisant par exemple les réseaux sociaux, on fait appel à l'intelligence artificielle. Par exemple, en utilisant des moteurs de recherche, on fait appel à l'intelligence artificielle. Ou encore en faisant une réservation d'hôtel ou en achetant un billet d'avion, en utilisant la carte bancaire CIB ou la carte IDEBIA, on fait appel à l'intelligence artificielle. Donc c'est des gestes très simples qui nous permettent d'utiliser directement ou indirectement l'intelligence artificielle. D'autre part, on sollicite aussi, par exemple, l'intelligence artificielle en faisant un retrait d'argent sur un distributeur automatique. Imaginez, vous êtes devant un distributeur automatique, à 3 heures du matin, toutes les banques sont fermées, toutes les postes sont fermées, vous faites votre opération avec la machine. Et la machine, elle est au courant, si vous avez un compte, si vous avez, d'abord vous allez vous identifier, il est au courant avec son intelligence, est-ce que vous avez de l'argent dans votre compte, est-ce que vous avez le droit de faire le retrait, etc. Bien sûr, à un autre niveau, l'intelligence artificielle est aussi présente dans plusieurs domaines. Donc, elle est présente en particulier dans la médecine et la santé, à travers l'imagerie médicale, le suivi à distance des patients, la chirurgie assistée par ordinateur, etc. Donc déjà, mon collègue Yambi Achour a présenté pas mal d'applications dans ce sens. Là, donc je continue. Donc l'intelligence artificielle est aussi présente dans le e-commerce par les robots et les chatbots qui est au service du client, dans les villes intelligentes, l'agriculture intelligente, les banques, la cybersécurité, la cyberdéfense, l'aéronautique, l'éducation. Par exemple, on sait que en éducation, on a automatisé certaines activités comme la correction automatique des évaluations, les voitures autonomes avec des conducteurs artificiels, le traitement automatique des langages, les traducteurs automatiques et les correcteurs automatiques d'orthographe et de grammaire, l'analyse de vidéos de surveillance en temps réel, en mathématiques, en théorie des graphes, en analyse combinatoire aussi. On a utilisé des algorithmes d'apprentissage automatique, etc. Donc, dans le cadre de cette table ronde, on va essayer donc de discuter, nous aurons l'occasion de débattre et de discuter de ce sujet qui est pertinent et d'actualité, en présence des collègues, donc à ma gauche, donc je commence par les femmes, donc docteur Jamila Boulharouz et docteur Lamia Hamza, à ma droite, donc professeur Kamal Amroun et docteur Achour Achloufan. Donc, il y a eu des avancées spectaculaires de l'intelligence artificielle, donc à tous les niveaux, dans tous les domaines. Mais
je vais juste dire un mot, mais ça a suscité des inquiétudes de la part de certaines personnalités connues mondialement qui ont fait des interventions où ils ont exprimé leurs inquiétudes par rapport à l'intelligence artificielle. C'est des inquiétudes qu'on peut comprendre, qu'on peut, disons, même partager dans certains cas, dans certaines situations, parce que on s'est dit, où va cette intelligence artificielle? Est-ce qu'elle est suffisamment contrôlée pour qu'il ne soit pas nocif pour l'humanité? Donc je vais juste terminer par certaines expressions qui ont été utilisées par des personnalités connues mondialement. Donc comme Elon Musk, donc PDG de Tesla, il avait avancé, il ne faut pas être naïf face aux risques qu'encourent les humains face à la puissance et de l'intelligence artificielle. Les machines vont finir par considérer les humains comme des êtres lents et stupides. Bill Gates, qui est le fondateur de Microsoft, avec son célèbre... donc il a dit, on a eu les armes atomiques et l'énergie nucléaire, et jusqu'ici tout va bien. Ensuite, il a accentué le risque, il dit, l'intelligence artificielle nous échappe des mains en nous menant tout simplement à l'extinction de l'espèce humaine. Si on il a conditionné ça, si on ne la manipule pas avec extrême précaution. Effectivement, l'intelligence artificielle, il faut la gérer avec une extrême précaution, parce qu'il y a des gens qui ont parlé d'armes dangereuses, d'armes nucléaires. S'ils échappent, s'ils tombent si par exemple le système de gestion de ces armes est piraté par des mauvaises intentions, ils peuvent faire des dégâts. Donc, l'extrême précaution de l'utilisation de l'intelligence artificielle aussi est un sujet qui a suscité donc les préoccupations et les inquiétudes de certaines personnalités au monde. Donc, je vais terminer par quelqu'un qui a aussi, donc Stephen Hawking, qui a dit les formes primitives d'intelligence artificielle que nous avons déjà se sont montrées très utiles, mais je pense que le développement d'une intelligence artificielle complète pourrait mettre fin à l'humanité. Bon, c'est des choses, donc comme j'ai dit, c'est des inquiétudes qu'on peut partager parce que il doit y avoir une réglementation stricte, il doit y avoir un contrôle rigoureux et ceci dit, l'intelligence artificielle a donné beaucoup de progrès et il a simplifié la vie à l'être humain. On va continuer, j'espère, à la contrôler et à l'orienter dans ce sens. Donc, sans tarder, je vais donner la parole à mes collègues pour faire leur intervention. Ensuite, on va ouvrir le débat. Donc, sans tarder, je donne la parole à Jamila Bouelharouz. Je t'en prie. Merci, M. Slimani. Alors, c'est vrai que l'intelligence artificielle, les derniers temps, elle connaît un engouement sans précédent. Là, on le voit partout, même chez nous, là, on nous impose que l'intelligence artificielle soit partout. Ça se comprend. Mais je vais juste, pour parler des tendances actuelles, je vais revenir un petit peu marche arrière et voir la genèse. C'est-à-dire, initialement, quand l'intelligence artificielle est apparue, c'était une intelligence artificielle centralisée. C'est-à-dire, c'était avec le premier système expert où on a essayé de modéliser toute l'intelligence sur une seule entité, etc. Ça a fait le buzz à l'époque, mais elle a été rapidement, on a laissé tomber en quelque sorte, vu que la technologie ou le matériel ne suivait pas à l'époque. Et c'était très difficile de programmer quand même toute une intelligence sur une même entité. Par la suite, avec le développement technologique, etc., il y a eu, et la venue aussi des paradigmes, du paradigme objet, c'est là où les chercheurs ont pensé et dire pourquoi ne pas distribuer cette intelligence-là? Pourquoi en faire une intelligence centralisée alors que ne pas faire plusieurs entités et distribuer cette intelligence sur plusieurs entités? Et c'est là où est apparue l'intelligence artificielle distribuée. Et les applications du monde réel de leur nature, par leur nature, sont de nature distribuée déjà.
Avec l'IAD, donc l'intelligence artificielle distribuée, est apparu les systèmes multi-agents aussi. Les systèmes multi-agents qui est une branche de l'IAD. C'est quoi les systèmes multi-agents? On en a parlé tout à l'heure un petit peu. C'est des entités qui sont intelligentes, dotées d'un raisonnement et qui peuvent interagir. Donc le point fort des systèmes multi-agents ici, c'était de mettre l'accent sur l'interaction de différentes entités. Donc il y a l'intelligence qui est centrée sur une même entité et il y a l'intelligence qui émerge à partir de l'interaction entre les différentes entités. Bon, par la suite, bon, il y a les systèmes multi-agents, il y a eu l'apprentissage, les techniques de l'IA, coupler l'IAD avec les systèmes multi-agents, donc faire un agent cognitif, un agent doté d'un module d'apprentissage automatique, a fait que les systèmes actuels sont des systèmes intelligents très performants. L'apprentissage automatique, toutes les techniques dont on a parlé depuis ce matin, que ce soit par les techniques de supervisé, non supervisé, par renforcement, etc., a fait que actuellement, on a des systèmes intelligents, d'accord, mais ça reste comme si on nous fournit un service, une IA, on l'appelle d'ailleurs maintenant, on nous donne une IA comme une boîte noire. Pourquoi? Parce qu'après avoir fait cet apprentissage-là, lors de l'apprentissage, la finalité c'est quoi? C'est d'obtenir un modèle, d'obtenir une fonction prédictive. Une fois que l'apprentissage est terminé, on le fournit à l'utilisateur. L'utilisateur, qu'est-ce qu'il fait? Il lui présente les données en entrée, ça s'exécute et on a en sortie le résultat, qui est une prédiction. Alors, le problème qui se pose, c'est cette fameuse boîte noire. C'est-à-dire, l'IA qu'on nous donne, c'est une boîte noire, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ok, je lui ai donné un problème, elle m'a donné une décision. Le problème, est-ce que je peux... Il y a eu pas mal de problèmes soulevés, problème de confiance, problème d'éthique. Est-ce que ça respecte une certaine législative? Est-ce que ça respecte une certaine réglementation? Rien ne me dit, je donne une donnée, elle me sort une décision, et dans certains domaines critiques, ça pose problème. Dans le cas de la santé, par exemple, je donne à un médecin, je lui dis, voilà, je vous donne une IA qui va vous aider à prendre une décision. Il lui donne une image, une IRM ou une radio, il lui dit, voilà, ça c'est cancéreux à tel stade. Est-ce que le médecin va dire, ben oui, la machine l'a dit, donc c'est correct. Là, ça va poser un petit souci de confiance. Dois-je faire confiance à toutes les décisions que me donne une IA qui a appris une fonction prédictive? Là, c'est un problème dans la santé, un problème dans les militaires, un problème dans l'économie. Par exemple, j'en avais parlé ce matin un petit peu, dans des transactions frauduleuses. L'IA me dit, voilà, ça c'est une transaction frauduleuse, il ne faut pas la faire. Et là, je suis perplexe, pour moi, non, elle est bonne. Alors, pourquoi elle a pris une telle décision? C'est-à-dire, on n'arrive pas à expliquer pourquoi cette décision? C'est-à-dire, si je prends moi en tant qu'humain, j'aurais décidé peut-être autrement, mais la machine me dit ça, et là, je me dis peut-être que la machine, elle est plus performante que moi. Alors, les recherches actuelles, tout ça c'est pour arriver à ce point-là, il y a ce qu'on appelle l'Explainable Artificial Intelligence, ça s'appelle XAI, c'est l'intelligence artificielle explicative. Alors, c'est quoi? C'est un domaine émergent. Il fait c'est-à-dire c'est la tendance actuelle, c'est le fait de présenter une IA qui a fait cette boîte noire-là, elle va devenir transparente. On aimerait bien ouvrir cette boîte et voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire que le modèle qui a appris, j'aimerais bien que la décision qu'il va me donner, il va me l'expliquer. Et là, il y a deux aspects. Il y a l'intelligence artificielle explicative et l'intelligence artificielle interprétée ou interprétable. Alors, pour le cas de interprétable, c'est-à-dire que le modèle, on a l'habitude de voir, c'est un module d'apprentissage, ensuite il développe la fonction prédictive et ensuite il est sur le marché. Là maintenant, non, ça va être un modèle où je vais expliquer, en quelque sorte, je garde une traçabilité des actions prises et qui m'ont mené vers cette décision-là. Le côté interprétable, il est laissé pour les développeurs, parce qu'à un moment donné, lorsqu'on demande, par exemple, même celui qui a développé le module d'apprentissage, l'IA proprement dite, et lui dire comment vous pouvez m'expliquer ce résultat pour cette simulation, il va se perdre.
Même lui, il ne pourra pas expliquer le comment. Alors, comment? C'est de garder trace lors de l'exécution du module d'apprentissage, ou lors de l'exécution plutôt au niveau du test. Et dans ce cas-là, non seulement je vous donne une décision, pour le développeur, je lui donne une interprétation. C'est-à-dire, je le mène, qu'est-ce qui m'a mené à prendre cette décision? Le côté explicatif, là, il est destiné aux utilisateurs profanes, c'est-à-dire des utilisateurs qui ne sont pas techniciens, qui ne sont pas informaticiens. Un médecin, un économiste, un simple utilisateur, un simple internaute. Je lui dis, par exemple, ça a un autre aspect plus sémantique. Je lui explique dans le langage qu'il va comprendre lui-même. J'ai pris cette décision, voilà pourquoi. Et ces choses-là existent déjà. Si vous avez remarqué, quand vous surfez sur Google, on vous donne des trucs publicitaires. Et maintenant, si vous remarquez, vous pouvez cliquer sur un bouton pour lui dire pourquoi j'étais destinataire d'une telle publicité. Et si vous cliquez sur le bouton, il va vous expliquer. Et ça, c'est déjà une utilisation de l'IA explicative. Alors, quelle est l'utilité? Quel est l'intérêt? Tout simplement, c'est déjà problème de confiance. Alors, le médecin, je lui dis, voilà, je trouve que cette cellule-là, je peux la classer comme étant une cellule maligne. Ça ne se limite pas à juste lui donner la décision. Je vais lui dire le pourquoi. Je reprendrai l'image ou l'IRM sur lequel je me suis basée et je lui donnerai même les zones de l'image qui m'ont poussé à prendre une telle décision. Pour le développeur, ça permettra de régler certains faux problèmes tels que le biais pour les gens qui connaissent, etc. Donc, si je vois que la décision elle est un petit peu biaisée, je comprendrai le pourquoi. C'est comme si on fait la trace de l'algorithme. Et pour le spécialiste, il saura si vraiment c'est une décision bien fondée ou bien non. Les domaines sont divers, ça. Là aussi, c'est utilisé l'IA explicative, elle est utilisée par la NASA. La NASA, qu'est-ce qu'ils font pour les astronautes une fois sur d'autres planètes? Ils ont de l'IA avec eux qui prennent des décisions, mais là, ils les équipent avec une IA explicative, la décision plus explication. Pour un autre côté, c'est le côté juridique. Le côté juridique, c'est quand il y a une explication, je saurai si l'IA, dans la prise de la décision, a respecté l'éthique ou pas. Et donc, c'est pour ça que je vous parle aujourd'hui de cette nouvelle tendance. Elle est déjà appliquée, mais elle est en pleine effervescence. C'est l'intelligence artificielle explicative et interprétable. Voilà, je ne vais pas être trop longue juste pour présenter ce nouveau trend, comme on dit. Et je remets la parole à M. Slimani. Ok, merci pour ton intervention. Donc, sans tarder, je passe la parole à Lamia pour nous parler de l'IA dans la cybersécurité, c'est ça? Oui. D'accord. Merci, Monsieur Slimani. Donc là, mon intervention va porter sur l'IA et la cybersécurité. Donc, à travers les présentations que vous avez suivies aujourd'hui, il y avait une qui était une application de la cybersécurité et l'IA, c'était le filtrage des spams. Mais sinon, avant que je commence d'expliquer la combinaison entre IA et cybersécurité, j'aimerais clarifier la notion de cybersécurité. Parce qu'on entend cybersécurité, quelle est la différence entre cybersécurité et sécurité qu'on connaît habituellement? Alors, j'aimerais préciser que la cybersécurité, c'est un sous-ensemble de la sécurité. Donc, c'est un sous-ensemble de telle sorte qu'elle s'intéresse à sécuriser toutes les attaques, tous les virus liés à l'Internet. Maintenant, à l'échelle internationale, ce n'est plus un souci d'avoir un virus sur un flash disk. Ça y est. Maintenant, le plus grand souci, c'est d'avoir des virus ou bien des logiciels malveillants sur Internet. Je ne sais pas, est-ce que vous avez entendu de ransomware? Donc, ransomware, c'est un virus qui transite via les clouds, via les emails. Une fois que vous l'installez, donc, ce qu'il va vous faire, il va crypter tous vos fichiers. Et en échange, il va vous demander de l'argent. Moi-même, j'ai eu affaire à ce ransomware en 2018, lors de la préparation de ma thèse. Eh ben, tous mes fichiers, tous mes codes sources, ils étaient cryptés. Heureusement,
que j'avais une copie de mon application un peu, enfin, on va pas dire c'est la dernière, mais c'était récupérable. Mais là, si on pense cybersécurité, maintenant c'est un peu dangereux. Même les mécanismes de sécurité habituels, quand on dit, nous en Algérie, pare-feu, système de détection d'intrusion, maintenant à l'échelle internationale, on se contente pas d'un pare-feu simple. On cherche des pare-feux modernes. Un pare-feu moderne, il ne va pas filtrer quelle adresse qui passe et quelle adresse qui ne passe pas. Donc, on cherche à avoir des pare-feux, par exemple, qui vont y aller jusqu'à la détection des attaques liées à l'Internet. De telle sorte, maintenant, les publicités de pare-feu, ils nous encouragent à installer des pare-feux qui vont nous détecter des ransomware, des phishing. C'est des VOC, c'est des attaques liées à la cybersécurité. Et comme mon collègue Achouafan, il a parlé un petit peu de, même aussi professeur Amroun, il a parlé de l'intelligence artificielle et de l'humain, et ben j'aimerais vous dire, à l'étranger maintenant, en termes de cybersécurité, il y a ce qu'on appelle des mécanismes de sécurité humains. Donc, ils ont essayé tous les moyens de sécurité, mais malgré ça, il y a toujours un problème. Eh ben, il y a des régions à l'étranger qui développent, qui forment leurs employés pour être eux-mêmes des pare-feux. Ce qui veut dire l'apprentissage qu'on fait à la machine. Donc, l'être humain, il aura les règles nécessaires pour filtrer lui-même. Parce que quelque part, peut-être qu'un ensemble d'employés va être plus efficace qu'un logiciel de filtrage. Donc là, actuellement, en cybersécurité, il y a tout un problème. Donc, est-ce qu'on va se contenter de former l'être humain ou bien on va faire confiance au logiciel développé? C'est là qu'intervient l'intelligence artificielle. Donc, là maintenant, je ne vais pas tarder sur l'intelligence artificielle, mais j'aimerais expliquer peut-être les avantages de cette combinaison, cybersécurité et intelligence artificielle. Et il y a deux principaux avantages. Donc, le premier avantage, c'est comment dirais-je, c'est la capacité d'avoir la gestion de grands volumes de données. Donc, avec l'intelligence artificielle, elle va nous permettre de traiter de manière très, très, très rapide un grand volume de données, et cela a un gain à la sécurité. L'autre avantage aussi, comme l'intelligence artificielle, elle assure la classification et la prédiction, donc on espère, à travers l'intelligence artificielle, pouvoir anticiper une attaque inconnue, ce qu'on appelle les attaques zero day. Donc, quand on jumelle l'intelligence artificielle et la cybersécurité, réellement, derrière ça, on cherche à reconnaître des attaques qui sont inconnues, et c'est les attaques les plus dangereuses. Parce que quand j'ai une attaque qui est déjà connue, donc par apprentissage de la signature, ça y est, je pourrais l'atteindre. Et peut-être c'est à cause de ça qu'on met à chaque fois nos antivirus et ainsi de suite. C'est pour mettre à jour nos bases de signature. Donc, il y a ces avantages. Certes, il y a des travaux de recherche, mais derrière ces avantages, il y a de sérieux problèmes. Donc, le premier problème, c'est qu'il y a des attaques contre les logiciels de l'IA. Donc, l'un des exemples que je peux citer, donc il y a des attaques qui ont pour objectif d'altérer des images. Donc, et de telle sorte, à la finalité d'un système, on aura des décisions fausses. Donc la prédiction elle sera fausse, et il y a même une attaque qui a fait ce travail-là. Donc les intrus, ils ont injecté dans le dataset de fausses images, et à la fin, le système d'intelligence artificielle n'a pas donné de bons résultats. Donc ça, c'est côté les attaques contre l'IA. Il y a aussi un sérieux problème. Comme l'IA, elle traite d'une manière très rapide les données, et ça nous facilite le développement des détections d'intrusion, d'un autre côté aussi, l'intrus, il va exploiter cet avantage. Lui aussi, il va développer des logiciels malveillants de manière très rapide. Parce que là, c'est une arme à double tranche. Donc, nous, on va utiliser les données qui sont traitées rapidement. L'intrus ici, d'ailleurs, il va utiliser ça pour son intérêt. Donc, c'est pour ça qu'il y a un grand challenge entre les deux. Mais sinon, le plus grand souci de cybersécurité et IA, c'est les données.
Pourquoi si les données, c'est un peu particulier? Parce que qui dit sécurité, dit données sensibles. Donc la donnée sensible qu'on connaît tous, la moins évidente, c'est nos mots de passe. Qui va accepter de nous donner tous ces mots de passe pour créer un dataset? Personne. Donc cette sensibilité des données a comme inconvénient, c'est le manque de dataset vraiment efficace. Donc, la qualité des données, ou bien pourquoi un mot de passe? On prend les données médicaux qui sont liées à la vie privée d'un être humain, c'est pas facile de récolter. D'ailleurs, ce que nous avons déjà parlé sur les données qu'on cherchait à avoir à travers des hôpitaux. Parce que quelque part, l'hôpital, il va pas nous donner les données pour garder la vie privée d'un patient. Donc ici, la sensibilité de la donnée en termes de sécurité, parce que quand on sécurise quoi? Donc j'ai plusieurs données. Parmi une centaine de données, il y a 3-4 informations à ne pas divulguer. Et si je travaille sur la cybersécurité en IA, comment je vais collecter ces informations assez sensibles? Imaginez qu'on aura un dataset de nos mots de passe pour forcer les mots de passe ou un truc pareil. Donc c'est une information qui est sensible, qui n'est pas facile à récolter. Donc je ne vais pas tarder, mais je vais vous dire à l'échelle internationale, c'est quoi le challenge actuel? Le challenge, c'est de chercher à trouver un équilibre entre IA et défense. Donc, comme elle a des avantages, elle a des inconvénients, comment est-ce qu'on arrivera un jour à avoir un équilibre entre l'IA et la défense? Autrement dit, exploiter l'intelligence artificielle pour sécuriser et non pas pour pirater. Donc, à l'échelle nationale, je pense qu'il est temps actuellement que notre pays pense à la sécurisation des applications ayant recours à l'intelligence artificielle. Tel que vous le savez, actuellement, l'Algérie s'intéresse à l'intelligence artificielle, mais il ne faut pas oublier aussi, si on développe des applications d'intelligence artificielle, l'aspect sécurité de ces applications. Donc en France, ils ont commencé à travailler sur ça depuis 2018. Bon, je ne sais pas, notre État algérien, est-ce qu'il a pris en considération ça? Mais sinon, à l'échelle locale de notre université, je pense qu'il est temps aussi de réfléchir à un master cybersécurité et intelligence artificielle, surtout que nous avons des compétences dans les deux domaines. Mais je pense que j'ai fait le tour et je remets la parole à M. Slimani. Merci Nadia pour ton intervention qui est très intéressante. Donc sans tarder, je passe la parole à notre ami Kamal pour faire sa propre intervention. Merci, professeur Slimani. Moi, je me réjouis du développement connu par l'intelligence artificielle. Cela est dû à deux phénomènes importants, c'est la notion de big data et la notion de technologie d'Internet. C'est ça qui a permis le développement de l'intelligence artificielle. Ou bien là, sincèrement, le challenge maintenant, c'est comment orienter vers de bon côté les recherches qui se font en intelligence artificielle. Parce qu'on peut faire une intelligence artificielle, comme l'a dit Madame Hamza, pour attaquer, pour nuire. Donc l'idéal, c'est d'orienter dans le bon sens. J'ai assisté ce matin à un débat au Lamos où on parlait d'un problème d'éthique. Est-ce qu'on ne peut pas arriver demain à ce qu'un homme, une intelligence artificielle, commande un homme? Je ne sais pas si j'ai bien exprimé la chose. Est-ce qu'une intelligence artificielle ne commande pas l'être humain? Je pense que ce genre de problème ne doit pas se poser. Et le challenge, c'est de faire une intelligence artificielle qui arrête cette intelligence artificielle, parce qu'il n'y a pas une seule intelligence artificielle.
Donc, je considère que jusqu'à présent, l'intelligence artificielle est en bonne voie. On réussit à sécuriser les réseaux, comme l'a dit Mme Hamza. On réalise à faire de l'apprentissage pour faire de bonnes interprétations des clichés d'IRM en médecine. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de souci. À l'avenir, je pense que ça, c'est un avis personnel. Ça ne peut être que de bonnes perspectives. Il faut continuer à travailler. Et je vous rends la parole. Merci pour ton intervention. Donc, je ne sais pas, est-ce que Chouari l'a tout dit apparemment dans son intervention, dans sa présentation. Donc, on va ouvrir directement le débat et on va discuter sur ce sujet qui est très pertinent et d'actualité. Donc, allez-y, madame. Bonjour tout le monde. Donc, l'IA, bien sûr, comme toute invention, il y a le côté bénéfique, il y a le côté maléfique. Donc, on peut l'utiliser d'une manière ou d'une autre. Ça, on ne peut pas y échapper. Donc, ce que je peux